Salut à tous, je vous avais laissé à l'épisode 8 avec Astana en mode carrière sur Pro Cycling Manager 2019. On joue en mode extrême, je le rappelle, pour ceux qui se posent parfois la question. On s'était laissé donc sur un Giro qui avait été remporté par Miguel Angel Lopez. On avait essentiellement fait la différence sur une 15e étape assez prodigieuse pour nous, dramatique pour Egan Bernal. Et donc ensuite, évidemment, petit rappel habituel, il y avait eu une impasse qui avait été faite sur le Dauphiné et sur le Tour de Suisse parce que je voulais, et on va en avoir le résultat là ou pas, je voulais économiser mes gars, limiter les jours de course, ajuster les pics de forme afin d'essayer de disputer un Tour de France dans les meilleures conditions. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode-là. Donc, on s'était posé la question de la stratégie, on avait ajusté des choses. Faut pas oublier qu'il y a la Vuelta qui suivra, une Vuelta assez excitante IRL là dans ce qu'on voit sur les premiers jours. Une Vuelta en tout cas que j'ai hâte de jouer aussi avec cette équipe Astana, ça peut être assez sympa en fait. Et pour laquelle vous allez voir j'ai un petit ajustement de fin d'épisode. Voilà, on avait programmé nos stages, on avait comme ça mis en place les choses comme il se doit. Et je complète par des stages, pardon. Je complète, je vous avais annoncé compléter un petit peu ma préparation que j'avais un petit peu commencé déjà au mois de juin, normal. Parce que quand vous voulez être au top fin août, même dès le 24 août, mais en fait il faut s'y prendre dès le mois de juin bien évidemment dans le jeu. Donc voilà. Les stages ont été prévus, on a vraiment essayé de mettre tout le monde dans les meilleures conditions possibles. Les pics de forme devraient être atteints aux environs de la 3-4e étape pour à peu près tout le monde. Et je me réserve encore la possibilité à ce stade d'avancer certains pics en rajoutant des jours de course à certains coureurs. Voilà. Vous savez tout. Donc on a fait les petits calculs comme d'habitude. Voilà, vous savez que j'aime bien essayer de prévoir le truc. On a envie, ce serait sympa d'essayer d'emmener Miguel Angel Lopez sur, je dirais, sur une deuxième victoire de Grand Tour de l'année, ce serait assez exceptionnel. Voilà, donc ensuite on a aussi une réflexion par rapport à notre recrutement, puis je vous avais laissé en plan par rapport au championnat d'Italie. Pourquoi je disais une réflexion par rapport au recrutement, c'est qu'il va quand même falloir, mais bon, c'est dans les tuyaux, qu'on arrive à être un peu plus performant sur certaines courses classiques. Voilà, donc c'est un peu mon objectif. Et puis donc voilà, on avait aussi disputé notamment championnat d'Espagne, championnat de Colombie, vous vous souvenez, championnat du Danemark aussi qui ne restera pas un grand moment. Et puis là, c'est donc le championnat d'Italie. J'attaque cet épisode avec ça très rapidement. Alors là, il y a un petit souci en fait, c'est que le sponsor, je trouve assez inexplicablement vu les forces en présence chez Astana, parce que Ballerini sur ce profil-là, c'est quand même trop, on va dire, un peu trop accidenté pour lui. Cataldo et Villela sont nos meilleures chances, mais au final, ça reste quand même des coureurs pas du tout de première zone, quoi, ni même de deuxième. Donc voilà, et puis là on assiste à un suicide en direct, regardez. Viviani s'est sportivement suicidé sur ce championnat d'Italie. Il avait réussi à être dans le dernier groupe, avec dans la bord de la fin. Le mec attaque inexplicablement, et du coup, derrière, je m'étais calé moi dans la roue de Felline et je m'en doutais parce que pour moi c'était encore le meilleur sprinter qui restait derrière Viviani. Mais entre se caler dans la roue et arriver à garder cette roue, c'est pas évident. Et du coup, Cataldo doit se contenter d'une 8ème place. Viviani perd un titre qu'il aurait largement dû gagner, même si sa présence là m'étonnait beaucoup par contre. Voilà. Et au niveau du budget, on commence à y voir de plus en plus clair. Hormis exploit sur le Tour de France, on aura sûrement 640 000 de budget. Et on a quand même pas mal de choses en tête du côté du recrutement. Je vous ai déjà annoncé, il y a quelques Danois que je vais prendre.
Je vais également. Après, tous les mecs que je vais prendre sont pas là, hein. Ça, c'est les types qui ont le meilleur général en fait, hein. Voilà, donc c'est pour ça que ça peut tromper. Des fois, on peut oublier quelqu'un du type Michael Bjerg, mais en fait, il est déjà sur ma liste, hein. Voilà, pas de problème. Je n'oublie pas Michael Bjerg. Alors, Tour de France. On va essayer d'être le plus opportuniste possible. Dans cet épisode, on va disputer les étapes 1 à 10 et je laisse 11 à 21 pour l'épisode 10 avec Astana. Donc on sait que beaucoup de choses pourraient peut-être se jouer sur la fin, mais mon état d'esprit là, à l'ouverture de ce Tour de France, c'est pas de me dire qu'il faut être attentiste et qu'il faut espérer faire des différences sur la toute fin. Je suis un petit peu plus dans l'optique d'être assez agressif, si possible, dès le départ, pour essayer de voir si on pourrait pas déjà gagner du temps par-ci par-là. Donc je suis plutôt en mode agressivité qu'en mode patience. Voilà. On sait que dans cette première étape là qui se déroule autour de Bruxelles, en Belgique, d'où le départ a été donné, il y a comme ça un enchaînement avec le mur de Grammont en premier notamment. Et c'est vrai que ce petit enchaînement, il a fait mal à certains. Il a fait mal à certains de façon assez cruelle en fait, hein. Regardez, en fait, j'ai Cataldo et Luis Leon Sanchez qui ne se, qui ne se remettront jamais du mur de Grammont. Et Kudus, Kudus aussi, il a pas aimé du tout. Et du coup, je me retrouve quasiment honteusement dès la première étape avec trois de mes coureurs. Après, à dire c'est pas très grave parce que c'est des équipiers, donc à la limite qu'ils prennent du retard, ça peut permettre ensuite de les envoyer en échappée, etc. C'est sûr, hein, c'est sûr qu'on peut voir les choses comme ça, mais il faut quand même, j'en menais pas large. Après, c'est vrai que j'avais une autre, depuis j'ai une autre lecture sur le truc et je m'en fous en fait. Mais au moment où ça m'est arrivé, trois mecs lâchés sur la première étape, tout ça parce qu'il y avait 2 grammes de pavé. Bon, je rigole hein, pour les 2 grammes de pavé, parce que... Mais bon, vous voyez, avec un 58 ou un 59 en pavé, les mecs, ils ont ramassé. En fait, j'aurais dû les caler au chaud. J'ai été un peu victime de lag sur cette étape. Genre le mec qui cherche des excuses. Et puis, on va essayer d'emmener le mieux possible Magnus Cort Nielsen. Et mon train, en fait, pour Cort Nielsen, est le suivant. C'est un... On voit qu'on va se faire sauter sur la ligne. C'était pas loin. C'était pas loin. Je suis pas honteux de cette quatrième place. Le train, il est le suivant. Fraile doit emmener le mieux possible Lutsenko qui ensuite doit lancer Kurt Nielsen, hein. Voilà un peu notre projet sur tous ces types d'étapes là, c'est-à-dire avec vraiment une arrivée plate réservée aux sprinteurs de métier ou à une échappée, qui sait, un jour. Bref, quatrième place, qui ne me fait pas rougir, et on aborde un truc essentiel avec pic de forme bien sûr déjà atteint, hein. C'était l'objectif, ça a été réalisé. C'est ce contre-la-montre par équipe de l'étape 2. Il est essentiel pour se positionner et pour essayer de ne pas accuser un trop gros retard dès le départ comme ça, qui pourrait ben, déjà sonner un peu le début du glas de nos espoirs en fait. Voilà, hein, donc c'est pas évident. Je cherche à optimiser, toujours relatif hein, quand on dit optimiser. Est-ce qu'on peut pas toujours faire mieux que ce qu'on fait? Assez probablement, mais j'ai vraiment cherché à faire de mon mieux avec aussi les formes proposées, hein, qui sont pas forcément toujours idéales. Progressivement, au fil du CLM, on va modifier un peu les temps de relais. On n'était pas si mal au premier intermédiaire. Par contre, au deuxième intermédiaire, c'est pas phénoménal. C'est pas phénoménal d'être déjà à 30 secondes du Team Ineos. Hein. Faut pas se mentir. Hein. C'est forcément eux qui sont super dans les clous. Parce que sur Pro Cycling Manager, euh, pour essayer d'aller chercher le Team Ineos là sur une année 2019, hein, je vais pas dire après les autres années, on a moyen de construire différemment notre équipe. Ce sera d'ailleurs
c'est dans mon idée, hein. Je vais renforcer l'équipe au niveau des rouleurs, hein, pour essayer de performer un petit peu plus à l'avenir. Et donc on a quelque part un peu limité la casse. C'est un peu spécial de dire ça quand on se prend 42 ou 43 secondes dans la figure, mais au final on n'est pas si mal classé avec ça, quoi. Et on a quand même limité le truc. Il va falloir mettre quelque chose en place pour regagner du temps sans attendre les Pyrénées ou encore pire, attendre les Alpes, hein. Donc cette étape 3 qui arrive à Épernay, elle s'y prête peut-être. Et donc en ce sens, je vais voir un peu ce qui est faisable. On essaiera d'être opportuniste. Je me souviens que dans le Tour de France qui a été disputé assez récemment, Julien Alaphilippe qui avait réalisé un numéro juste exceptionnel sur cette étape-là, puisqu'il avait réussi à se barrer dans l'avant-dernière difficulté pour ensuite terminer en solitaire. C'est exceptionnel ce qu'il avait fait. Nous, on n'en est pas à vouloir faire le même genre de choses, parce que tout simplement, déjà, Fuglsang n'a pas les mêmes qualités qu'Alaphilippe. Moi, je verrais plus essayer de voir comment est-ce que Lutsenko pourrait éventuellement aider Fuglsang à gagner du temps. Voilà, c'est plus ça mon état d'esprit. Du coup, je durcis. Omar Fraile, Peyo Bilbao notamment sont utilisés pour durcir assez considérablement cette étape à l'approche donc de la fin. Et là, on va s'échapper un petit peu avec Lutsenko Fuglsang notamment. Il y a Stibar qui lâche, il y a aussi un Jumbo Visma et on voit une opportunité. On voit une opportunité avec quelques poursuivants derrière. C'est pas un groupe de 20 immédiatement derrière. Il y a Dumoulin, Valverde, Froome, Kwiatkowski. Alors, on a évidemment peur de Kwiatkowski hein, sur ces circonstances-là. Et puis il y a aussi une chose, mais il n'a pas l'air très très bien, Kwiatkowski. On a aussi peur du retour de l'arrière qui ferait, voilà, comme là on le voit à l'image, qu'après ça roule comme des malades, les types auront repris un peu d'énergie en suivant les autres, et puis au final on se fait reprendre. Hein. Mais au final, le travail conjugué de Lutsenko et Fuglsang aura été, allez on peut le dire maintenant, aura été payant. Fuglsang va l'offrir, je vais offrir cette victoire à Lutsenko pour l'aide proposée. Alaphilippe va venir chercher une 3e place. Et peut-être qu'on a les moyens de prendre le maillot avec les bonifications. C'est ce qu'on va voir immédiatement. Ça va se jouer à pas grand chose. Hein. Ça va se jouer à 3 fois rien. Donc quand même, joli coup réalisé pour nous. Et prise du maillot. Pour pas grand chose devant le Team Ineos. On a Lutsenko qui va porter le maillot jaune. Alors on verra combien de temps ça va durer. Mais au moins on l'aura déjà porté. Et plus tard, le projet, c'est peut-être de le transférer sur les épaules d'un Jakob Fuglsang. Voilà, donc ensuite, l'étape 4 n'est pas l'étape sur laquelle on a le plus d'angoisse, je dirais. Hein. On a encore une chute pour Sanchez qui se retrouve en galère. Ce Tour de France démarre excessivement mal pour lui après la première étape. Du coup, bah oui, je vais lui envoyer Cataldo et Koudous, les compagnons d'infortune, pour pas qu'il ait comme ça. J'arrivais pas à le faire rentrer. C'est difficile. En fait, sur le Tour de France, ça roule, mais à bloc. Ça roule super vite par moment. Et pour arriver à rentrer, bah, c'est pas évident. Et ça, bah, c'est un peu une réalité aussi, hein, que sur le Tour de France, ça roule beaucoup plus vite. Le peloton roule beaucoup plus vite, par exemple, que sur la Vuelta ou sur presque toutes les autres courses en fait du calendrier, quoi. Parce que le Tour de France, c'est quand même un endroit où c'est spécialement difficile. Est-ce que dans le jeu, est-ce que ça se retrouve de cette façon-là? Je peux pas l'affirmer. Mais ce qui est clair, c'est que là, notre pauvre Luis Leon Sanchez, heureusement qu'il a été attendu par Koudous et Cataldo, parce que ça permet quand même de les sauver de l'élimination. Victoire de Caleb Ewan avec une 3e place cette fois-ci. Pour Kort Nielsen, on commence à chauffer un peu. On avait fait 4e sur la première étape en ligne, on fait 3e sur celle-là, et puis ça ne vous aura pas échappé que j'avais justement envoyé en échappée Magnus Cort Nielsen pour essayer d'aller prendre des points
dans une éventuelle quête. Voilà, j'y crois pas des masses, mais on se dit, allez, on sait jamais sur un malentendu. Au maillot vert, hein. Au final, Magnus Cort Nielsen, quelqu'un qui fait déjà une jolie saison, il a gagné Milan-San Remo, hein. Il a gagné aussi de ci de là des petites étapes assez significatives. Je crois qu'il y en a une sur Tirreno, ou alors c'est ma mémoire qui me trahit, mais je crois qu'il y en a une sur Tirreno. Quand j'avais simulé, même, il en avait gagné une sur le Dauphiné. Et donc, j'aime bien ce coureur, moi, en fait. Je l'aime beaucoup, Magnus Cort Nielsen. Du coup, j'ai un petit peu envie qu'il ait un joli rôle, quoi. C'est un peu un coureur avec une moins bonne note en vallon, et à la base aussi de moins bonnes notes tout court, hein, en endurance et en résistance. C'est un petit peu un coureur d'un style que j'adore, c'est-à-dire à la Michael Matthews. Et c'est vrai que ce type de sprinter-puncher, un peu polyvalent, me plaît, hein, me plaît énormément. Moi, c'est un peu le type de sprinter que j'affectionne. Par rapport, par exemple, à des sprinters purs. Hein, je sais pas, on a déjà par le passé discuté d'un Bauhaus, j'ai eu Viviani, mais Viviani déjà un tout petit peu plus capable de passer à certains endroits. Je suis pas un grand fan dans Pro Cycling Manager des sprinters qui ne passent pas partout, quitte à avoir 82, 83 en sprint, ok, mais je préfère un type qui a 77, 78, mais qui passe beaucoup mieux en fait. Je trouve que c'est vraiment plus fun. Donc voilà, c'est très personnel, c'est comme ça. Et dans cette optique-là, évidemment, que Magnus Cort Nielsen sera conservé, surtout qu'il a encore un potentiel de progression au niveau des pavés. Allez, on durcit, hein, cette fin d'étape. Vous avez vu que le peloton a fait il y a eu une élimination massive de coureurs, hein. On n'est plus très nombreux dans ce peloton. Et au final, c'est pas moi qui ai impulsé, hein. C'est l'IA, hein, qui a vraiment durci la course. De manière générale, vous allez voir que dans ce début de Tour de France, les étapes comme ça, celle-là est vallonnée, hein, on va mettre honnête. Ces étapes-là sont extrêmement durcies par l'IA. Bon, je n'avais pas remarqué ça quand j'ai joué avec Thibaut Pinot et la Groupama FDJ pendant le Tour de France. Vous savez, j'avais fait une petite série d'épisodes pendant lesquels je suivais le Tour de France. Et bien, en l'occurrence, j'avais pas du tout remarqué ça avec la FD, dans la partie avec la FDJ. En revanche, là, avec Astana, je trouve que ça durcit vachement. Alors du coup, j'ai un peu exploité le truc. Je me suis dit, dans la dernière boss, tu durcis suffisamment pour éliminer des sprinters et, par contre, pas trop pour que Cort Nielsen reste avec nous. Et donc, petit travail d'équipe. Freiley, encore une fois, monstrueux, Freiley. Omar Freiley, je suis fan. Lutsenko, il n'y a même pas besoin d'en parler, tellement le mec, il est juste trop fort. J'aime bien quand les coéquipiers là, qui lèvent les bras quand son pote a franchi la ligne. Bon, et on arrive là, allez, on arrête de plaisanter, on arrive à l'étape 6. L'étape 6, planche des belles filles pour ce qui est de l'arrivée. Ça rigole pas, c'est un gros morceau. C'est un très gros morceau avec comme ça un enchaînement de pas mal de difficultés. On a notamment, écoutez, je reprends, voilà, on a le Markstein suivi du Grand Ballon, on a ce col de Hunsrück, ensuite on a évidemment Ballon d'Alsace, col des Croix, col des Chevrères en avant-dernière difficulté, celui-là, j'ai encore l'image de Thomas de Ghent en juillet là qui reste planté dans le col des Chevrères, pour évidemment terminer sur la planche des belles filles. Ok, donc endroit délicat de ce Tour de France où il faut, avant toute chose, déjà ne pas perdre de temps. On verra s'il y a moyen d'en gagner, mais déjà ne pas en perdre. Et c'est peut-être le jour, hein, pour transférer le maillot de Lutsenko à Fuglsang, si tout se passe très bien. Vous avez vu que j'ai envoyé Cort Nielsen en échappée. Alors ça, c'est pour deux raisons. Cort Nielsen est envoyé à l'avant. Déjà, parce qu'il y a des points à prendre au sprint intermédiaire. Voilà. En supposant qu'il tienne le coup, ce qui est le cas malgré la présence de gros grimpeurs. En supposant qu'il tienne le coup, il a 20 points gratuits
à aller chercher, puisque à peu près personne parmi les échappés va les contester. Donc dans la construction d'un éventuel hypothétique futur maillot vert, c'est une étape. Et puis évidemment, pourquoi est-ce qu'il est envoyé à l'avant? C'est parce que comme ça, il passe les premières difficultés tranquilles, entre guillemets, il se laisse redescendre, il reprend de la barre, et il peut se retrouver à nous aider là par exemple dans le ballon d'Alsace, alors que peut-être qu'il aurait déjà été plus entamé s'il était resté dans le peloton. C'est toujours l'avantage en fait, quand vous voyez des types qui ont suffisamment de retard au général, vous envoyez à l'avant, ça leur permet de pouvoir aider le leader de façon un petit peu plus importante, tout simplement, parce qu'ils ont été un petit peu plus en gestion sur les grosses difficultés. Là c'est le cas, hein. On retrouve un Kort Nielsen qui va être à même de nous aider dans ce col des Chevraires, alors que peut-être qu'il aurait déjà été éliminé sinon. Vous voyez à notre pauvre Kudus qui a lâché le truc. De toute façon le peloton se réduit énormément, hein. Moi je suis content parce qu'en fait à ce stade là j'ai Freiley et Kort Nielsen qui peuvent protéger mes deux gars, alors que les autres ont lâché quoi. Et si j'avais pas envoyé Kort Nielsen en échappée, il y a de fortes chances en fait je me retrouve qu'avec Freiley à cet endroit là. Et quand vous avez un type en plus, c'est quand même toujours ça vous permet peut-être d'aller plus loin sur cette étape là et de faire un petit peu plus mal. Voilà, donc le travail de Magnus Kort Nielsen est terminé, notamment l'initiative d'AG2R la mondiale, de Ineos qui ont vachement musclé cette course, avec vraiment beaucoup d'ambition vivement pour Romain Bardet, pour Christopher Froome qui s'avère être a priori le leader de Ineos sur ce Tour de France. Il y a aussi Geraint Thomas qui est là, mais ça semble plus jouer pour Froome de la part de l'IA. On en aura quelques confirmations par la suite. Attention à Tom Dumoulin, même si là il y a un départ de Roglic aussi, donc il ne faut pas du tout oublier qu'il est un élément assez dangereux. Tim Wellens, c'est pas pareil. Wellens, je laisserai volontiers partir parce qu'avec son 74 en montagne, à la limite, si Wellens prenait le maillot, ce serait pas très grave. Pas très grave parce qu'en fait, je sais très bien qu'il n'ira pas à Paris avec. En fait. Voilà. Bon, allez, gros boulot. Hein, il en faut un quand même qui se sacrifie pour l'autre. Évidemment, c'est Lutsenko qui fait l'effort d'emmener le mieux possible un Jakob Fuglsang à qui il reste pas mal de barres, mine de rien. Vu là où on en est, il y a encore un dernier petit mur final. Voilà. On va essayer de le négocier de la meilleure manière. On passe sous la flamme rouge. Allez, attention, attaque de Nibali, attaque de Dumoulin, initiative de Froome. C'est peut-être le moment de jaillir pour Jakob Fuglsang. Allez mon grand, tu y vas. Et c'est chose faite. Voilà. Jakob Fuglsang, même si la toute fin, on se demanderait presque si avec quelques mètres de plus, est-ce que Dumoulin ne reviendrait pas. Tellement il y a un sursaut là de désespoir pour Dumoulin pour essayer d'aller gagner cette étape, mais c'est pas le cas. Victoire de Jakob Fuglsang à la planche des belles filles, et ça, c'est une étape qui fait très mal. Il y a des écarts considérables. Bon, vraiment, étape fondamentale, cette étape 6, c'est vraiment une étape de montagne. Elle est vraiment, elle a beau ne pas être dans les Alpes ni dans les Pyrénées, c'est une étape de montagne. Elle est magnifique cette étape, et je suis très content d'avoir installé Jakob Fuglsang comme ça au sommet du classement. Attention, Froome Dumoulin, la présence de Lutsenko en 4ème place n'est qu'un leurre. Hein. Pour le moment, il est 4ème, mais je pense qu'à la fin du Tour de France, je vais pas jouer la fin. Hein. Je pense qu'à la fin, s'il est 15ème, ce sera pas mal, quoi. Hein, l'objectif, c'est pas d'essayer de placer deux mecs dans les 10, hein, c'est de gagner le Tour de France avec Fuglsang. Voilà, point. Donc, il y a des moments où, comme la planche des belles filles, l'ami Lutsenko, il va devoir sacrifier son classement pour aider son leader. C'est le jeu. Allez, on continue à faire un petit peu la chasse au point. Voilà, Kort Nielsen, vous avez vu, a revêti la tunique verte. Donc, c'est déjà une petite étape là aussi en soi. C'est les petits 20 points de bonification qu'il avait pris là, dans l'étape 6, qu'il avait fait passer devant au classement. Allez, on est
encore une fois sur un sprint qui est lancé pour Magnus Cort Nielsen. Ça ne sera pas gagné, c'est Groenewegen qui va l'emporter. Mais Nasser Bouhanni, énorme, Caleb Ewan. Allez, 5ème place, pas déshonorante pour notre ami Cort Nielsen. Il n'y a pas d'écart, hein, vous inquiétez pas, pas d'écart, c'est logique. Hein. Ça mérite pas un écart, hein, une telle étape là. Tout le monde c'est du sprint, c'est tout, et puis tout va bien, voilà. Commence à peut-être y croire un petit peu hein, au niveau du maillot vert pour Cort Nielsen, alors qu'au départ c'était presque plus par curiosité que j'ai tenté le truc. Là on peut vraiment aussi louer bah, les avantages de Fuglsang. En fait, le mec, s'il n'y avait pas un tout petit peu de fatigue qui apparaît, mais ça c'est les stages, ça. Je suis sûr que c'est les stages qui l'ont un petit peu fatigué, plus ce programme un poil bouleversé par rapport à ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire qu'initialement, il ne devait pas aller sur le Giro, bref, bon. On a vu que s'il n'y avait pas Fuglsang sur le Giro, ça se trouve, on ne le gagnait pas. Hein. Donc, quelque part, quoi qu'il advienne, c'était peut-être pas un mauvais choix quand même. Il a un max de bonus, il est limite à plus 7 de prévisionnel. Ça n'existe pas le plus 7 en forme du jour. Mais en tout cas, il serait à plus 7 ou plus 6 si c'était possible d'y être. Donc ça nous garantit un maximum de plus 5. Et dans le vraiment pire des cas, des plus 4. Ce qui quand même nous fait un Fuglsang de gala. Hein, faut être franc. Allez, étape très très importante aussi que cette étape 8. Puisque au final elle est très très vallonnée. On avait évidemment envoyé Cort Nielsen à l'avant. Vous allez voir que ce sera le tube de ce Tour de France. Ça va être la présence de Magnus Cort Nielsen dans les échappées. Parce qu'il y a des points à aller chercher. Tout simplement. Puisque, comme j'ai expliqué précédemment, ça nous permet de le positionner à l'avant pour qu'il joue un rôle ensuite. Un qu'on n'a pas des masses vu jusque là. C'est Peyo Bilbao. C'est normal, c'est plus un grimpeur. Il aura un rôle un peu plus important dans d'autres endroits hein, de ce tour. On voit plus le polyvalent Fraile, le puncher Fraile, qui lui est tout terrain quelque part, hein, aussi prototype de coureur que j'affectionne, ce qui est un complément assez idéal à Lutsenko notamment. Attention, les petites chutes là, faut faire attention. Justement, tiens, c'est pas de bol, chute de Fraile, alors qu'il était en grosse forme ce jour et qu'en plus il y avait un final dans lequel il pouvait nous aider pas mal. Du coup, c'est Bilbao qui va devoir s'y coller. Ouais, j'essaye d'envoyer, on va voir, je ne sais pas. Est-ce que Cort Nielsen peut aller le chercher? Est-ce que Lutsenko peut y aller? Est-ce que Fuglsang au final est plus solide sur cette fin d'étape qui a été pas mal préservée? Il a beau ne pas aller très vite au sprint, Fuglsang, c'est quand même peut-être possible de s'imposer face à Dan Martin avec un retour incroyable de Julien Alaphilippe. Oui, victoire de Fuglsang. Et c'est pas mal ça, parce qu'en fait ça donne une bonification, sachant que les places 2 et 3, en plus, les bonifs ne concernent pas des coureurs vraiment dangereux au général. Et encore une fois, ouais, énorme le boulot d'équipe. C'est ça que j'aime bien en fait dans cette équipe que j'ai sélectionnée pour le Tour de France, c'est le côté couteau suisse de certains qui peuvent se transformer, changer de rôle en fait suivant les besoins, qui peuvent comme ça, je pense donc voilà, le Cort Nielsen, le Fraile, même le Bilbao hein, sont des éléments. Sanchez aussi, hein. Sanchez utilise beaucoup en protection de Fuglsang. Il faut quelqu'un d'excessivement costaud. Un très bon rouleur aussi au passage. Sanchez est assez pétri de qualité, Luis Sanchez. Donc, puis aussi nous a aidé sur le CLM par équipe. C'est un très bon rouleur. Hein. Voilà. On est toujours voilà, dans cette dynamique à essayer de faire mal, comme je l'annonçais en début d'épisode, en essayant de créer des différences, même là où on les attendrait pas nécessairement. Début d'étape difficile. Hein. Cette côte est absolument irrespirable. Bon allez, on va chercher les points, ça devient un petit peu le rituel, voilà. Bah oui, parce qu'il commence à prendre un peu de champ hein, au classement du maillot vert. Pourquoi est-ce que je parle de manque de sérieux de la part de l'IA? C'est parce qu'en fait,
ce que j'attendrais du jeu, quelque part, c'est que si Kurt Nielsen est dans l'échappée, allez, que le jeu envoie minimum Peter Sagan, par exemple. Voilà. Ça, je trouverais que ce serait assez... Ou Michael Matthews, voilà, il n'est pas là Michael Matthews, mais dans l'esprit, quoi. Que le jeu envoie quelques sprinters capables de passer les difficultés. Je me doute bien que le jeu ne va pas envoyer Dylan Groenewegen en échappée pour aller chercher les points du maillot vert. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup, qu'on voit jamais même. Mais voilà, des types comme Sagan, etc., c'est quand même dommage qu'ils soient pas dans l'échappée, qu'il n'y ait pas une espèce de surveillance en fait, comme il y a pour le général en fait. Hein, le jeu surveille les coureurs bien placés au général lorsqu'une échappée se constitue. Et il faudrait peut-être aussi qu'il y ait une surveillance des mecs bien placés au maillot vert par d'autres, un marquage en fait, hein, par d'autres qui sont eux aussi concurrents du maillot vert. Ce serait rigolo, ça rajouterait un petit peu de sel, je trouve. Voilà, finale encore une fois, vous avez vu comme c'est resserré. Il n'y a même pas 20 coureurs dans le peloton. Du coup, on décide d'appuyer. Et encore une fois, c'était pas moi à la base qui avait réduit le nombre. C'était l'IA qui avait roulé, notamment Ineos, avait pas mal roulé. Et à l'arrivée, ok, si vous voulez jouer à ça, les gars, on va jouer, il n'y a pas de souci. Hein. Mais même moi, j'aurais pas osé vouloir faire ce genre de truc. Allez, est-ce qu'on va en retirer les fruits surtout? C'est ça qu'il faut voir. Alors là, c'est dans un mouchoir de poche. Kurt Nielsen qui va en chercher une deuxième dans un tout petit mouchoir de poche. C'est quand même génial. Deuxième victoire pour Magnus Kurt Nielsen sur ce Tour de France. Donc, waouh! Le ralenti vaut le coup parce que ça a été quand même encore une fois pas mal emmené par Lutsenko. Hein. Et puis en plus, il vient régler des gens qui sont en sprint pur inférieur à lui. Et c'est un peu aussi tout le projet. Hein. C'est un peu tout le projet. Ah oui, 15 juillet, avant de terminer cet épisode avec les dates 10 de ce Tour de France, on a une pause qui est imposée par le jeu. Déjà, il y a le calendrier à ajuster. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, qui dit calendrier, dit qu'est-ce que tu veux faire à tes coureurs. Et donc, petit ajustement de prépa Vuelta, moi je vais pas les faire courir. C'est assez rare. Mes leaders, ils n'auront pas un seul jour de course avant la Vuelta. En revanche, les équipiers, oui. Comme ça, je pourrais peut-être avoir une meilleure forme du jour pour les équipiers au moment du contre-la-montre inaugural, hein, de l'étape 1 par équipe. À voir. Puis il y a aussi un autre cas, c'est Fuglsang. Fuglsang, qu'est-ce qu'on fait en fin d'année? Objectif Lombardie. Je ne contrôle pas le Danemark. D'accord? J'ai le Kazakhstan au championnat du monde. Donc Fuglsang, je ne sais même pas s'il sera pris par le Danemark ou pas. Alors du coup, est-ce que ça vaut le coup de miser sur un pic de forme au championnat du monde? Non. Donc plutôt en Lombardie. Donc à partir de là, prépa elle commence le 17 août. Il faut commencer à regarder un peu, fouiller un peu dans les courbes pour se demander à quel moment on passe au-dessus de 95%, parce que du coup les jours d'entraînement ils sont multipliés par 1,5 et non plus par 1,2. Du coup je fais mes petits calculs, parce que mine de rien, oui c'est important, pour voir si déjà en l'état, là avec les jours de course qui avaient été prévus à l'avance, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas? Eh ben ça fonctionne pas. Voilà, il manque 10 points. Un peu plus que 10 points. Pour être en pic de forme autour de Lombardie. Hein. Donc, parce que ça sert à rien d'être en pic de forme le lendemain. Hein. Il n'y a plus rien à jouer. À partir de là, il y a une solution. Une solution simple. C'est d'aligner Jakob Fuglsang sur la Vuelta. Parce que, outre le soutien pour Lopez, qui est de taille, hein, il n'y a pas besoin en plus de modifier les courbes de forme de prépa. Et après, il n'y a plus qu'un petit calcul à effectuer pour s'en convaincre. Avant Vuelta, 17 au 23 août, 8,4 points, suivi de 65,4. Ben oui, parce que dans la Vuelta, il n'y a pas que 21 jours, il faut compter les 2 jours de repos, et qui sont à 1,2 en l'occurrence. Et après, vous arrivez à le 29,9, c'est-à-dire le matin du championnat du monde, 93,8. Ça veut dire que votre pic en Lombardie, vous l'aurez. On l'aura même sur Milano-Torino. Et je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà montré les écrans avec mes objectifs avec Astana. Milano-Torino fait partie
des objectifs, du sponsor, aussi bizarre que ça puisse paraître. Du coup après voilà, le choix il est fait. Fuglsang ira sur la Vuelta avec encore une fois une mission de soutien à Miguel Angel Lopez, un peu à l'instar de ce qu'on avait eu sur le Giro. Donc il ira pas essayer de gagner la Vuelta, mais voilà. Après je boucle, j'élimine des courses, j'en rajoute d'autres. On ira s'aligner sur Paris Tour en toute fin de saison là avec Kort Nielsen. Ça peut être intéressant. Je pense pas emmener Lutsenko parce que j'ai plus le Tour de Lombardie en vue avec Fuglsang et Lutsenko. Ça me paraît plus important de viser, de privilégier le Tour de Lombardie que Paris Tour, mais j'aime bien Paris Tour. Donc on essaiera d'envoyer une petite équipe solide autour de Kort Nielsen sur Paris Tour. Allez, étape 10, pour terminer l'épisode, après ces ajustements, on a enfin le droit de continuer la partie et allez, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le drame. Drame total, puisque notre ami Omar Fraile, tout frais champion d'Espagne, qui était le liant de cette équipe, le lien entre les grimpeurs et les rouleurs, ou les protecteurs, ou les équipiers, il pouvait se muer en poisson pilote, il avait 10 000 qualités, sa présence là, je peux vous dire que j'y tenais comme... comme un joyau à Omar Fraile. Eh bien, Omar Fraile doit abandonner sur chute. J'ai eu peur de la foulée pour Bilbao. Il va falloir trouver des solutions. Parce qu'on a beau avoir une petite avance au classement, honnêtement, au classement général, je parle, donc une avance pour Jakob Fuglsang, ben honnêtement, pour moi, l'abandon comme ça de Omar Fraile, c'est une tuile, mais dont on mesure même pas l'impact, tellement c'est immense. C'était, je vous dis, en plus, outre le fait de perdre un équipier, c'est toujours plus délicat d'être à 7 qu'à 8, on l'avait déjà vu par le passé, notamment avec Lotto Soudal, ou même avec Andia Moragazzi, je suis une équipe construite autour de Nibali, là. Quand vous êtes à 7 au lieu de 8, waouh, c'est pas pareil du tout, et ben voilà, bienvenue dans la difficulté. Alors, Alexander Kristoff s'impose, ça fait plaisir, j'aime bien ce coureur. Au sprint, très joli sprint, en tout cas très jolie victoire, super nette pour Alexander Kristoff en costaud dans l'étape 10. Le maillot, il est donc pour Fuglsang avec une avance qui pourrait être vue comme importante sur Froome et Dumoulin, mais je peux vous dire qu'avec tout ce qui suivra derrière, c'est pas loin d'être anecdotique tellement il y a encore moyen de perdre tout ça. Petite pensée pour Björk Lambrecht avant de conclure cet épisode par une intervention intelligente, une de plus, par l'un d'entre vous, et de toute façon, deux d'entre vous d'ailleurs dans la foulée. De toute façon, je vous remercierai jamais assez pour la qualité de vos commentaires ou de vos remarques dans bien des cas. Ben, je vais répondre. En fait, oui, les pics sont volontairement avancés, et c'est un risque, très clairement. Mais je pense pouvoir peut-être prendre l'avance suffisante pour tenir le coup ensuite en portant le maillot jaune. Voilà mon calcul. Voilà. Que se passe-t-il avec Froome? Parce que quand même, on n'a pas l'habitude de le déstabiliser comme ça. Moi, je me méfierais du Moulin aussi. L'IA est-elle finalement à la hauteur dans PCM 2019 en mode extrême? C'est vraiment un truc sur lequel je commence à me poser des questions parce que je la trouve moins maligne que sur 2019. Et puis, puisqu'on parlera dans pas très très longtemps de recrutement, attention, il va pas falloir trop renforcer cette équipe parce que si on la renforce trop, on ne s'amusera plus du tout et on en perdra donc tout le sel de la partie. Le sel, c'est d'avoir une équipe avec laquelle on est sûr de rien mais capable de tout. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous dis à très bientôt pour la suite et la fin de ce Tour de France. Bye bye.